Comment tu fais pour être aussi productif? Voilà une question que les gens me posent souvent. Et la productivité, je pense que c'est la clé de la réussite. Il y en a plusieurs, mais c'est une des clés fondamentales. Pour une raison très simple. Vous savez, les diplômes ne vont pas faire la différence. Les diplômes que vous avez, il y a des milliers ou des millions de personnes qui ont les mêmes diplômes. L'argent ne fait pas toujours la différence. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent et complètement planter un projet ou être un cadre moyen. Ok? Les outils ne vont pas forcément faire la différence parce qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, nous avons la capacité de réaliser un certain nombre de choses qu'on ne pouvait pas faire il y a encore quelques mois même et qui coûtaient peut-être cher ou qui demandaient beaucoup de ressources techniques ou financières pour être mises en place. Ces choses-là, aujourd'hui, nous pouvons les faire facilement. Donc, une petite boîte, un entrepreneur, même un solopreneur, donc un entrepreneur individuel, a les mêmes ressources aujourd'hui techniquement que des boîtes beaucoup plus grosses, avec beaucoup plus de moyens. Alors la différence va venir d'où? Elle va venir de la productivité et de la discipline. Et si vous n'êtes pas productif, vous allez avoir de bonnes idées, de la volonté, mais vous irez lentement. Le but, c'est de pouvoir accomplir le maximum de choses dans un laps de temps court. Aujourd'hui, je vais vous présenter 9 lois. 9 lois qui vont vous permettre de pouvoir être plus productif. Il s'agit de techniques qu'on va implémenter à partir de certaines lois qui sont des lois très connues. Je vous demande de prendre de quoi noter parce que si vous appliquez convenablement les différents conseils que je vais vous présenter dans cette vidéo, je vous mets au défi de ne pas voir votre productivité doubler en 1 mois à peine. Vous verrez. C'est extraordinaire. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi, je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Welcome on board. Ici, on rêve, on ose, on crée. Nous sommes donc rock. Voilà. Les sujets qu'on aborde sur cette chaîne tournent autour de l'entrepreneuriat, le business, le développement personnel, le mindset, l'éducation financière et donc la productivité dont nous allons parler en détail aujourd'hui. Abonnez-vous donc et activez la cloche de notification pour ne pas louper les vidéos propulsives diffusées ici quotidiennement. Avant de plonger dans le vif du sujet, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour télécharger gratuitement l'e-book Soyons Rock, qui est un e-book dans lequel vous allez découvrir 12 clés de mindset, des clés qui vous permettent de transformer votre mindset pour être justement plus performant. Quelles sont donc les 9 lois dont nous allons parler? Je parle de lois, il ne s'agit pas de lois qu'il y a dans le code pénal, code civil, etc. Non, mais ce sont des lois comme la loi de la gravité par exemple. Donc, ces 9 lois-là, elles existent et quand on les rapporte à la productivité, au concept de productivité, on se rend compte qu'elles peuvent être extraordinairement utiles pour nous. La première loi dont nous allons parler, c'est la loi de Pareto. Vous connaissez la loi de Pareto, n'est-ce pas? La loi de Pareto dit ceci, 80% des résultats découlent de 20% des efforts. Autrement dit, il y a une bonne partie de ce que vous faites qui ne sert strictement à rien, ou en tout cas pas à grand-chose. Et quand on sait cela, il faut donc apprendre à se focaliser sur l'essentiel, à se concentrer sur ce qui est important. Il y a dans différents aspects de la vie la preuve que la loi de Pareto est réelle. Microsoft, par exemple, il y a quelques années, avait affirmé, après plusieurs études, puisque c'est des gens qui tiennent des statistiques vraiment à tout bout de champ, ils avaient affirmé qu'en corrigeant 20% des bugs qui leur étaient donc rapportés, ils éliminaient 80% des erreurs. 20% de bugs pour éliminer 80% des erreurs sur le système d'exploitation Microsoft. C'est exactement ça la loi de Pareto. Lorsque vous parvenez à identifier ce qui est vraiment votre cœur, vous allez comprendre que tout le reste qui est périphérique devient secondaire et qu'il faut parfois même mettre ça à la poubelle. Il y a une étude, une analyse, qui s'est soldée en fait par une étude de Harvard Business Review qui révèle que dans le domaine des ventes, en général, donc dans le business, 20% des clients représentent 80% du chiffre d'affaires. Et ça, c'est tellement vrai. Moi, depuis 3 ans environ, j'ai décidé que en dessous de certains montants, je n'accepterai plus des propositions de prestations. Pas parce que je dors déjà sur une montagne d'or, non. Mais déjà, 1, parce que je veux que ce soit cohérent avec mon positionnement. 2, parce que mes standards évoluent et qu'il faut connaître sa valeur. Et 3, parce que ça me libère du temps. Parfois, les clients qui payent le moins bien sont
les clients les plus capricieux. Et je suis sûr que si vous êtes en affaires, vous l'avez déjà remarqué. Donc quand vous comprenez cette loi-là et que vous l'appliquez, ben, progressivement, vous commencez à dépouiller un peu les choses, quoi. Hein, se concentrer sur l'essentiel et laisser le reste. Si 20% de mon travail me rapporte 80% de mes revenus, pourquoi je me fatiguerais à faire tout le reste? Ça veut dire qu'il y a plein d'activités qu'il faut laisser tomber, qu'il y a plein de tâches qu'il faut laisser tomber, qu'il faut optimiser son organisation. Ça, c'est le premier point à retenir, la loi de Pareto. La deuxième loi, c'est la loi de Parkinson. Que nous dit la loi de Parkinson? La loi de Parkinson dit que le travail s'étale pour occuper tout le temps disponible pour son achèvement. Autrement dit, vous devez pouvoir vous fixer des objectifs incitatifs. D'accord? Il faut étaler le travail. Lorsqu'on étale le travail, on occupe tout le temps. Alors que si vous avez des objectifs incitatifs, vous allez pouvoir compresser la chose. C'est-à-dire que avec des délais plus courts, lorsqu'on se fixe des délais plus courts, on est plus performant. Il ne s'agit pas de bâcler les choses, mais prenez un exemple. Si vous commencez la journée en vous disant « Aujourd'hui, je vais ranger, allez, ma chambre ». C'est une tâche aussi, d'accord? Je prends un exemple qui n'est pas professionnel pour vous montrer que ça s'applique dans tout. Je vais ranger ma chambre. Très bien, mais vous ne dites pas quand vous allez ranger la chambre, vous ne définissez pas le temps que vous allez mettre pour ranger la chambre, et donc à un moment vous allez ranger un petit peu la table de chevet, puis vous allez faire 1000 choses, vous allez glander, vous allez revenir, vous allez dresser maladroitement le lit, vous irez faire autre chose, vous irez au téléphone, vous allez grignoter, vous allez revenir maintenant commencer à trier les habits sales et les mettre dans le bac à linge. Alors que si vous vous dites, ok, entre 9h et 11h, je range ma chambre, mais entre 9h et 11h, vous ferez en sorte de terminer ça. Même si vous n'arrivez pas à aller au bout, au terme donc, vous aurez avancé convenablement. Un projet d'infrastructure qui doit durer 5 ans peut être achevé plus tôt. On a vu déjà des cas pareils. C'est pas toujours évidemment le cas. Mais lorsque vous avez des délais qui sont raccourcis, vous pouvez aller plus vite. Et ça, il y a des études qui l'ont prouvé, hein, qui ont prouvé clairement que des délais plus courts peuvent réduire le temps de réalisation des tâches de 30%. Ça veut dire que si vous devez passer finalement 30 jours à faire une tâche, eh ben, vous pourriez l'accomplir en 20 jours si vous arrivez à vous mobiliser convenablement. Et on va voir comment avec d'autres conseils tout à l'heure. Okay? Donc prenez la peine de contenir un petit peu vos objectifs, de ne pas laisser les tâches comme ça dans le vent en disant je vais le faire quand, comment. Essayez d'optimiser en réduisant le temps, en vous conditionnant à faire vite et bien. Parce que la productivité, c'est ça. C'est comment je fais vite et bien, comment je fais le maximum de choses dans un laps de temps court. Okay. Ensuite, nous avons la troisième loi que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est la loi de Douglas. La loi de Douglas dit ceci, tout simplement. Plus il y a de place dans un bureau, plus on étale ses affaires. Déjà, même sur un bureau, donc la table, avant de parler du bureau, la pièce. Plus il y a de place, plus on s'étale. C'est aussi clair que ça. Le but, c'est donc de ranger votre environnement de travail pour être plus productif. Ça peut vous paraître bizarre, mais encore une fois, les études l'ont prouvé. Vous savez, les gens font des études sur énormément de choses. C'est à nous de nous documenter. Parce que les solutions existent. Mais quand on ne cherche pas, eh ben, on reste là, c'est lamenté. Le bureau, lorsqu'il est rangé, ça dégage votre esprit. Lorsqu'autour de vous, les choses sont clean, épurées, nettoyées, rangées, non encombrées, vous avez cette capacité-là à être plus efficace. Et ça, encore une fois, une étude l'a prouvé. C'est une étude de l'université de Princeton qui a montré que l'encombrement physique sur le lieu de travail peut réduire significativement la capacité de traitement de l'information. C'est important à savoir. Chez Google, par exemple, les employés sont encouragés à avoir des bureaux épurés. Et vous verrez que de nombreux patrons, peut-être dans les documentaires ou les films que vous regardez, ou peut-être des gens que vous fréquentez même, ils ont des bureaux qui sont assez épurés. Vous regardez mon bureau, il y a quasiment rien. Lorsque je veux travailler, je prends le dossier sur lequel je dois travailler, je le sors, je le traite. Quand j'ai fini, je le range. Quand j'ai besoin de bosser avec mon ordi, je mets l'ordi, je bosse. Quand je finis, je l'éteins, je le mets à sa place. Évidemment, c'est pas évident. Évidemment, c'est pas évident. Évidemment, c'est pas facile parce que il y a des périodes où on est acculé et on est peut-être dans le rush, on doit organiser un événement, on a des deadlines serrés ou répondre à un appel d'offres et on a plein de dossiers partout, c'est la catastrophe. Ça arrive, ce n'est pas grave, tant que c'est temporaire. Mais l'habitude, ça doit être d'avoir un bureau rangé, un espace épuré pour pouvoir travailler beaucoup mieux. Et je vous conseille d'ailleurs de chercher, pour ceux qui aiment lire, hein, j'espère que c'est le cas pour vous, il y a un livre qui s'appelle La magie du rangement qui traite spécifiquement de ça. Et même dans le Feng Shui, qui est une discipline, on va appeler ça comme ça, ou un mode de penser, une philosophie orientale. Dans le Feng Shui, une des recommandations, c'est d'avoir un bureau épuré, de nettoyer son environnement souvent, etc. Parce que tout est énergie, hein.
Tout est énergie. Et lorsque c'est fluide autour de vous, eh bien, vos idées sont fluides également. Ça peut paraître un petit peu bizarre pour certains, même rocambolesque pour d'autres, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Faites les tests et vous m'en direz des nouvelles. Loi numéro 4, la loi d'Illich. Alors, la loi d'Illich nous dit simplement qu'après un certain temps, la productivité décline. Tout simplement, le cerveau, la puissance du cerveau va décliner et elle finit par atteindre la productivité des valeurs négatives. C'est pour cela que vous devriez prioriser un mode de fonctionnement dans lequel vous vous accordez des pauses. Et pour ça, pratiquez la méthode Pomodoro. J'en ai déjà parlé dans des vidéos sur cette chaîne. Nous en reparlerons encore parce qu'on va beaucoup parler de productivité cette année. Et la méthode Pomodoro est une des méthodes les plus utilisées en productivité. Elle consiste, pour dire les choses brièvement, en fait, à travailler selon des cycles. Donc, travailler pendant 20 minutes, prendre une pause de 5 minutes. Ça, c'est un cycle, un Pomodoro. Lorsque vous faites plusieurs Pomodoro, on dit les Pomodori. Donc, lorsque vous avez fait 4 Pomodori, eh bien, vous faites une pause, c'est-à-dire, travaillez 20 minutes, 5 minutes de pause. Travaillez 25 minutes, travaillez 25 minutes, vous prenez 5 minutes de pause. Vous faites ça 4 fois, et au bout du 4e cycle, vous prenez une pause d'une vingtaine de minutes, donc une pause plus longue. Pourquoi? Parce que il est prouvé scientifiquement que le cerveau est plus efficace lorsqu'on l'oxygène, on l'aère, lorsqu'on ne le pompe pas tout le temps. C'est super important. Il faut comprendre que nous fonctionnons peut-être un peu comme les machines, ou les machines fonctionnent comme nous, on va dire, parce que voilà, l'homme existait avant les machines. Mais quand vous prenez une voiture, il y a un moment où vous devez faire une vidange, n'est-ce pas? Évidemment, si vous ne faites pas la vidange, eh bien, la voiture va commencer à être moins performante, elle va vous causer des ennuis. Si vous êtes quelqu'un qui bichonne sa voiture de façon régulière, vous n'aurez même pas de problème particulier parce que dès qu'il y a un petit couac, vous faites voir. Et c'est pareil avec le cerveau. Le cerveau, n'oubliez pas que c'est une machine et que cette machine, elle s'épuise aussi. Donc, elle a besoin d'être alimentée par une bonne habitude, une bonne hygiène de vie. Il faut bien s'alimenter, il faut marcher, faire du sport pour oxygéner le cerveau, il faut faire des exercices de respiration, il faut pratiquer lorsqu'on travaille la méthode Pomodoro, par exemple. Parce que au-delà de 50 heures de semaine par travail, les études ont prouvé, et ces résultats viennent de l'université de Stanford, que finalement, après 50 heures de travail par semaine, on est moins performant. Moi, je travaille beaucoup plus que 50 heures. Il y a beaucoup de gens qui bossent plus que 50 heures et qui restent productifs, mais parce que ils n'ont pas un mode de vie standard. Ils font attention, comme je l'ai dit, à ce qu'ils mangent, ils font du sport, etc. Là, vous pouvez augmenter vos capacités. Mais de façon générale, le cerveau va décliner, même dans une activité d'1 heure. Au bout d'un moment, vous vous rendez compte que ça ne marche plus. Donc, si vous ne prenez pas ces bonnes habitudes-là, parfois, vous allez forcer. Vous allez vouloir continuer à travailler pendant 4 heures, 5 heures d'affilée, et vous vous rendez compte que vous passez 30 minutes comme ça à réaliser une tâche qui vous aurait pris 5 ou 10 minutes. Donc, utilisez ces techniques, vous verrez, elle est magique. Loi numéro 5, la loi de Carlson. La loi de Carlson nous dit que les travaux qu'on réalise en continu prennent moins de temps et d'efforts que lorsqu'ils sont fractionnés. Il faut donc limiter les interruptions. Vous me direz, ah ben oui, mais tu viens juste de dire qu'il faut faire des pauses. Oui, les pauses, ce ne sont pas des interruptions. Attention, c'est là qu'il faut voir la nuance. Lorsque vous comprenez la loi de Carlson, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Cette loi, elle dit simplement que, au lieu de faire 2 minutes sur une tâche, puis 4 minutes sur une autre tâche, ensuite, on va sur la tâche numéro 3. Quelqu'un vient dans votre bureau, vous vous asseyez, vous bavardez pendant 10 minutes en essayant de rédiger un mail que vous n'allez pas bien rédiger. Vous laissez le mail d'abord, vous allez le continuer l'après-midi ou le lendemain, puis votre responsable vous appelle, ou alors un client vous appelle, vous êtes en train de parler avec lui, de toute autre chose. Ensuite, vous allez appeler la maison, après ça, vous allez revenir. Cette déconnexion multiple ne vous font pas du bien. Le multitasking, on y arrive, le multitasking, ce n'est pas forcément une façon de faire efficace. On peut gérer plusieurs projets, mais ne pas faire du multitasking. Le but, c'est d'être concentré sur chaque tâche lorsqu'on réalise une tâche. Et donc, si vous avez compris le principe, vous comprenez pourquoi les hackathons fonctionnent. Pendant un hackathon, pendant 2, 3, 4 jours, ou même 24 heures parfois, on dit, il faut monter un projet, il faut créer un logiciel, etc. Les gens sont concentrés sur une seule tâche pendant un laps de temps. C'est un concept qui revient souvent dans la vidéo si vous vous en rendez compte. Donc, apprenez à travailler sans interruption. À vous dire, ok, vous combinez ça avec Pomodoro. Moi, c'est ce que je fais. Je me dis, pour les 25 prochaines minutes, je vais répondre à tous mes mails.
tous les mails que j'ai eu depuis hier, parce que j'avais peut-être traité juste les mails ultra urgents, mais tous les autres, je les traite à un moment de la journée pour ne pas justement répondre à un mail dès qu'il arrive. Parce que les notifications de mails, de WhatsApp, de réseaux sociaux aujourd'hui, ça fait que les gens sont au plus bas de l'échelle de la productivité. Vous devez avoir par exemple des moments où vous consultez WhatsApp dans la journée, des moments où vous répondez à vos mails et à vos messages, et d'autres moments où vous vous dites, voilà, pendant ces 25 minutes-là, si je devais faire les mails, je les ai fait. Pendant les 25 minutes qui vont suivre, quand j'aurai fini ma pause, eh bien, je vais travailler sur le projet XYZ qui doit être achevé d'ici la fin de la semaine prochaine. Donc, je vais faire 25 minutes x 3 là-dessus ce matin. Ensuite, je vais faire ceci. Ensuite, je vais faire cela. Et vous ne devez pas être interrompu. Moi, mes collaborateurs le savent très bien. Quand je veux travailler, parfois, je mets même sur ma porte à ne pas déranger. J'ai un petit écriteau que je mets parfois. Oui, où je dis clairement à mon assistante, si elle est là, je veux pas être dérangé, donc personne ne vient. Mais je mets l'écriteau même, pour qu'elle-même ne me dérange pas. Et il m'arrive de mettre mon téléphone sur silencieux, ça m'arrive tout le temps, plusieurs fois dans la journée. Silencieux et je travaille. Si ça sonne, ça clignote. Si c'est urgent, la personne insistera, je vais voir clignoter plusieurs fois et là, je décrocherai. Autrement, je suis concentré sur mes tâches et je fais en sorte de ne pas être sorti de cette concentration-là parce que, en fait, ce que vous devez garder à l'esprit, c'est qu'au bout de 25 minutes, quand vous avez pris votre pause et que vous reprenez, vous êtes efficace. Mais par contre, lorsque vous sortez d'une tâche parce que vous êtes interrompu, il vous faut 25 minutes pour vous replonger véritablement dans le cœur de votre activité. Vous vous rendez compte? Des études scientifiques, encore une fois. Peut-être que vous vous dites, non, c'est pas vrai. Eh bien si, ce sont des études scientifiques, donc ça peut pas être faux. Enfin, en tout cas, il y a une base, c'est fondé. Et c'est mené sur des milliers de personnes. Donc, quand quelqu'un vient vous interrompre, vous recommencez votre tâche après, même si c'est une interruption de 30 secondes. Vous avez l'impression d'avancer, oui, mais vous n'êtes pas à 100% dans la tâche. Donc, vous pouvez faire des erreurs, la marge d'erreur est plus élevée. Voilà ce qu'on peut apprendre de cette loi-là, et des heures de visite, et des moments où vous êtes off, où vous devez bosser, des jours où vous voyez personne, etc. Vous bossez sur vos projets, etc. Loi numéro 6, la loi de Murphy. Vous connaissez certainement la loi de Murphy qui dit que tout ce qui peut mal tourner finit par mal tourner. Ah oui, ça c'est la loi de Murphy. Alors ce que vous devez faire en termes de productivité, si on analyse cette loi, c'est prévoir l'imprévu. Garder du temps pour l'imprévu et prévoir l'imprévu. Parce que si tout ce qui doit mal tourner finit par tourner, c'est qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver dans des situations difficiles. C'est pour ça qu'il faut avoir des plans de crise, par exemple. Si demain, j'avais tel problème, je vends des jus d'ananas. Si à un moment ou à un autre, il y a des jus contaminés ou des jus qui créent des problèmes à certains consommateurs et qu'on se retrouve dans la tourmente, qu'on doit s'expliquer devant l'opinion publique, que cette histoire va même devant les tribunaux, comment on fait? Vous devez envisager les scénarios les pires et prévoir donc des plans de sortie de crise pour ne pas attendre que les situations se présentent avant de prendre des décisions. Si le pion central, l'entrepreneur, le chef de projet que vous êtes tombe malade, comment est-ce que le projet pourra continuer à être déroulé sans un impact sur les délais? Est-ce que vous avez pensé à des plans de secours? Non, peut-être. Si c'est le cas, c'est très grave. Parce que c'est ça. Il ne faut pas négliger tout ce qui peut apporter ou faire naître des difficultés. Il faut l'anticiper. La NASA, par exemple, s'est retrouvée dans une situation très difficile il y a plusieurs années lors du lancement de Challenger. Et il y a un chef de projet, donc celui qui chapeautait ce projet-là, qui a ignoré tout bonnement les avertissements concernant des joints toriques. Ce sont des pièces qu'on retrouve sur les propulseurs. Et finalement, il y a eu une catastrophe puisque cette mission-là, finalement, il y a un des réacteurs qui a explosé. Vous voyez ce que c'est, hein, perte en termes d'argent, de temps, tout le temps qu'ils ont mis à bosser dessus, en termes d'image, l'impact. Et il avait ignoré des alertes faites par des collaborateurs. C'est-à-dire non, ça peut pas marcher, enfin ça peut pas arriver, etc. Donc vous devez prendre l'habitude d'écouter vos équipes, avoir des plans d'urgence. Écouter les équipes aussi, c'est important. J'insiste là-dessus. Parce que vos collaborateurs pourront parfois attirer votre attention sur des aspects que vous n'entrevoyez pas. Et partant du principe que tout peut mal se passer, vous prévoyez. On ne peut pas tout prévoir, mais essayez de prévoir les cas les plus graves pour ne pas être trop surpris ni pris de court. Loi numéro 7, la loi de Hofstadter. La loi de Hofstadter nous dit qu'il faut toujours plus de temps que prévu pour réaliser une tâche, donc. Et même lorsqu'on tient compte de la loi de Hofstadter,
Il faut plus de temps. Écoutez bien, je reprends. La loi de Hofstadter dit qu'il faut toujours plus de temps que prévu, même en tenant compte de la loi de Hofstadter. Ça veut dire quoi? Cette loi dit qu'il faut plus de temps que prévu. Ça veut dire que vous avez peut-être prévu 3 heures pour réaliser une tâche. OK? Vous tenez compte de cette loi, vous vous dites, allez, ça va me prendre 4 heures. Eh bien, cette loi vous dit que, bien qu'ayant tenu compte d'elle, en rajoutant 1 heure de marge, eh bien, la tâche vous prendra plus de 4 heures finalement. Ça veut dire qu'il faut voir plus large. Même quand on rajoute des marges, il faut voir encore plus large et se dire que les tâches prennent toujours plus de temps que prévu. Moi, ça m'arrive tout le temps. Je pense que ça arrive à quasiment tout le temps. À tout le monde, pardon, tout le temps. Souvent, en tout cas. On essaie d'apprécier, on dit oui, ça va me prendre 2 semaines. Hein, on va faire ça pendant 2 semaines. Et finalement, on se retrouve à 4 ou 5 semaines. Donc, quand vous prenez des engagements avec un client et que c'est contractuellement signé, par exemple, vous devez tenir compte de tout ça. La mission que vous êtes censé pouvoir accomplir en 3 semaines, mettez 5 semaines, parce qu'il y aura des imprévus et plein de difficultés en cours de route que vous ne pouvez pas anticiper, même si c'est une tâche que vous avez déjà réalisée 1000 fois. Vous créez des logos pour un client, vous devez créer un logo, une fois de plus, c'est peut-être le 1000e logo que vous allez faire, vous dites non, en 1 semaine je le fais. Et bien cette fois-ci, il y a quelque chose qui se passe, votre machine tombe en panne, vous n'avez pas d'inspiration, etc., etc. Donc prévoyez large, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir des délais fleuves. Non, il faut être justement plus productif, avoir les outils qu'il faut, avoir une équipe pour pouvoir partager le travail, déléguer, etc. Mais tenez compte de ça, c'est très important. Quand on prend le cas de Sydney Opera House, le Sydney Opera House a été terminé avec 10 ans de retard. Vous imaginez? C'est pareil pour la raffinerie de Dangote, qui a été lancée l'année dernière, qui a été inaugurée il y a quelques mois. Eh ben, les reports, il y en a eu tellement pendant plusieurs années, malgré tous les moyens que les gens mettent à ces niveaux-là. Donc, vous imaginez bien qu'à une échelle beaucoup plus réduite, on est tout aussi exposé, tout le monde est exposé à ces difficultés. Donc, prenez ça en compte pour prévoir, faire votre planning, prévoir les délais, que ce soit pour vos projets personnels, ceux de vos clients, ce que vous devez rendre à des partenaires, etc. D'accord? Actuellement, à l'heure où je vous parle, je suis en train de travailler sur un site avec un collaborateur. On devait l'achever il y a 10 jours. Et figurez-vous qu'on a bossé d'arrache-pied. Hein. Aussi bien lui que moi, on est 2 juste sur ce projet-là. Et pourtant, le site, on est en retard. Malgré la marge qu'on avait prévue. Mais moi, j'avais le 2e niveau de marge qui était au 15 janvier. Et je pense qu'on aura fini au 15 janvier. Parce qu'on s'était dit, il faut qu'on finisse le 25 décembre. Et la marge, c'était deadline, max, grand max, comme on dit, c'était le 5 janvier. On va pas finir le 5 janvier. Mais moi, j'avais la marge du 15 janvier dans mes petits papiers, dans mes plans. Mais je voulais pas communiquer ça pour que, voilà, ils se prélassent pas trop non plus. Donc, c'est comme ça que vous devez apprendre à gérer le temps. Loi numéro 8, la loi de Fraisse. La loi de Fraisse dit simplement que l'heure n'est pas toujours égale à l'heure. Et lorsque vous faites quelque chose de captivant, quelque chose que vous aimez, vous vous en rendez compte. Parfois on dit, ah mais cette journée est passée tellement vite. Ah, cette semaine est passée tellement vite parce qu'on était en vacances, on a fait plein de choses super. Et après, quand on est en train de réaliser des tâches qu'on n'aime pas trop, on dit, oh vraiment c'est long, hein. Depuis là il n'est que 11 heures. Et ben voilà. Donc 1 heure, l'heure n'est pas toujours égale à l'heure. C'est ça la loi de Fraisse. Et pour ça, vous devez apprendre à classer les tâches par ordre d'importance, plutôt que par ordre de préférence. Parce que sinon, vous ne ferez pas forcément ce qui est important, vous allez faire ce que vous aimez. Et c'est dangereux. Ok? Il faut prendre la peine de savoir ce qui est important et urgent, ce qui ne l'est pas. La matrice d'Eisenhower, qu'on abordera plus en détail dans une autre vidéo, vous permet justement de faire ça. Et cette matrice, elle porte le nom donc du général Eisenhower, qui a été le 34e président des États-Unis, et qui était connu pour être quelqu'un de très organisé et très productif, malgré les innombrables engagements qu'il avait. Et pour lui, la vie se résume à 2 choses. Il dit, dans la vie, j'ai 2 sortes de problèmes. Des problèmes importants, des problèmes urgents. Et donc, en faisant une combinaison de ces 2-là, la matrice vous permet de savoir ce que vous devez déléguer, ce que vous devez supprimer, ce que vous devez reporter et ce que vous devez attaquer tout de suite comme tâche. Donc regardez un peu plus en détail en ligne si ça vous intéresse, hein, ma matrice Ubuntu d'Eisenhower, et on en reparlera ici dans une vidéo beaucoup plus en détail. Mais sachez, gardez à l'esprit que une étude d'Harvard Business Review a révélé que 20% de productivité supplémentaire, c'est ce qu'on peut gagner lorsqu'on sait déléguer. Donc c'est important d'apprendre à le faire.
D'accord? Moi, en début de chaque mois, je fais une liste des tâches et je regarde ce que je délègue, ce que je fais, ce que je reporte. En début de chaque semaine, je fais pareil. Et au début de chaque journée, je fais pareil également pour être productif. On va donc finir par la loi numéro 9 de cette liste, longue, mais je l'espère intéressante pour vous parce que ça vous permet de pouvoir être beaucoup plus productif. C'est la loi de Laborit. La loi de Laborit dit que le cerveau sert d'abord à fuir ou à lutter. Plusieurs études scientifiques, encore une fois, ont prouvé tout ça. C'est pour ça qu'on parle de loi, n'est-ce pas? Le cerveau humain est paramétré à la base pour faire de nous des paresseux. Si vous ne croyez pas, faites une recherche Google et vous verrez tout plein d'articles là-dessus. Nous sommes des êtres qui aiment le confort, la paresse, le moindre effort. Et donc, lorsqu'on sait ça, il faut prendre l'habitude de faire les choses les plus difficiles le matin, dès les premières heures. Parce que on a encore de l'énergie physique et mentale. À partir de 11 heures, 12 heures, après ça dépend de chacun, mais à partir d'un moment de la journée, l'énergie décline, ce qui est normal. Et quand ça se met à décliner, on n'a plus la force d'attaquer les tâches importantes. C'est pour ça qu'il faut toujours commencer ses journées par les tâches qui semblent être les plus difficiles. Et il y a un exemple qui me revient souvent à l'esprit quand je parle de cette loi-là. Mark Twain, je ne sais pas si vous connaissez Mark Twain, pour ceux qui ont regardé Tom Sawyer, vous devez le connaître. Moi, j'ai adoré Tom Sawyer, je suis un grand fan. Mark Twain, c'est donc lui le créateur de ce personnage-là, c'est un écrivain, d'accord ? Un écrivain du 19e, il a vécu dans les années 1800, et il était très populaire aux États-Unis. Il le reste d'ailleurs aujourd'hui, ses ouvrages sont toujours très lus. Son style, c'est plutôt un style d'humour incisif. C'est quelqu'un qui pratique beaucoup la satire. Et donc, dans un de ses ouvrages intitulé Pudd'nhead Wilson, vous pouvez chercher si ça vous intéresse, il évoque l'idée de manger une grenouille vivante de bon matin pour n'avoir rien de pire à faire le reste de la journée. C'est pas merveilleux ça? Moi, je garde cette phrase parce que quand j'y repense, ça me fait penser à la loi de Laborit et comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour faire les choses les plus difficiles dès le matin. Manger une grenouille vivante de bon matin, ça doit être difficile, hein, pour ne plus rien avoir de pire à faire le reste de la journée. Commencez les tâches les plus dures dès le matin. Vous verrez, ce sera utile pour vous. D'accord? La plupart des gens, 90% des gens reportent leurs tâches difficiles. Quand ils veulent commencer, ils se disent, purée, ça va être dur, ça va être long, il me faut ci, il me faut ça, je suis pas prêt, nanana. Et finalement, à force de reporter, la procrastination, qu'est-ce que ça crée? Du stress, du découragement. Il y a même une perte d'estime de soi parce que vous n'allez pas respecter des délais, peut-être, et le collaborateur ou le partenaire, le patron, le client, peu importe, ne va pas être content. Vous avez pas le courage de commencer une tâche importante même dans votre vie familiale, vous reportez, vos enfants vous enveloppent, vous en parlent pas. Bref, ça peut impacter votre vie à divers niveaux. Faites en sorte de commencer toujours les journées par les tâches les plus dures, les plus rudes, et mettez en application ces 9 lois-là, et je suis sûr que vous en tirez profit. Je serais curieux de voir laquelle de ces lois vous parle le plus ou lequel de ces conseils issus de ces lois est le plus difficile à mettre en pratique pour vous. Mettez-le en commentaire pour qu'on puisse échanger, parce que c'est comme ça, au fil de la discussion, que jaillit la lumière. Il faut qu'on puisse puiser les uns les autres à la sagesse, justement, à la source de chacun. C'est très important. Donc maintenant en commentaire vos avis, ce que vous pensez de tout ça, et discutons-en. J'espère que cette vidéo vous sera utile pour pouvoir tout exploser en 2024. Si c'est le cas en 2024, en 2025, en 2026, en fait chaque année, pour pouvoir tout exploser dans votre vie en général, parce que quand il y a la discipline et l'organisation, on a 2, 3, 4, 5 trains d'avance, on peut aller beaucoup plus vite. Voilà. Mettez un petit like, partagez pour ne pas garder les bonnes choses que pour vous. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.